Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique, la troisième de notre série d'hiver, et bonne année à toutes et à tous. Cette troisième émission thématique, comme je l'ai annoncé, sera consacrée aux métiers et aux responsabilités du journalisme. Pour cette émission thématique, j'ai réuni autour de cette table John Tagliabue, qui a été correspondant du New York Times pendant de nombreuses années en Europe. Vous avez été, John, à Bonn, vous avez été à Rome, vous avez été à Varsovie, vous avez vu le communisme s'effondrer, vous avez rouvert le bureau de Berlin, et vous avez ensuite refait des allers-retours entre Rome, Paris, et maintenant vous êtes à la fois aux États-Unis, mais vous continuez à couvrir une bonne partie de l'Europe, et notamment vous vous intéressez à la Scandinavie, je crois, entre autres. Richard Verly, qui est correspondant à Paris du Temps et qui a été à Tokyo et à Bruxelles et à Bangkok même avant d'être à Paris. Paolo Levi, qui est à la fois pour le quotidien La Stampa et pour l'agence de presse italienne Lanza, et François Dufour, qui est le rédacteur en chef et le cofondateur des premiers quotidiens pour enfants créés en France, Mon Quotidien et Le Petit Quotidien. Vous avez été à un moment au Japon, vous avez été beaucoup aux États-Unis, parce que vous êtes lauréat de diverses bourses américaines, et vous venez de publier au PUF les 100 mots du journalisme dans la collection Que sais-je, dans la collection Les 100 mots. Vous vous êtes de toute façon toujours beaucoup intéressé aux responsabilités du journalisme, à la manière dont il s'exerce et aux différents regards critiques qu'on peut porter sur lui. Alors, avant que nous nous lancions dans notre conversation autour de notre métier, d'abord, je voudrais rappeler que comme toutes les thématiques, cette thématique est soutenue moralement et financièrement par la mutuelle d'assurance MMA, qui non seulement contribue à son financement, mais qui en plus contribue à la faire connaître auprès de ses salariés, mais aussi auprès de ses clients, et puis que nous sommes redevables à nos auditeurs de nous soutenir sous la forme d'un abonnement qu'ils prennent sur notre site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr, et donc j'adresse mes remerciements et nos remerciements à Pierre Gentil, à Cristobal Sanchez, à Jean-Philippe Fargeau, à Olivier Sulmon et à Alexandre Pernotte. François Dufour. Merci de notre part à Martine Drahet, Jean Guéry, Josette Gentil ou Gentil, Antoine Gallon et Michel Duhamel. John Tagliabue. Merci à Jean-Luc Tonna, Yves Roumazet, Victor Briançon-Marjolais, Pierre-Philippe Vessier et Olivier Ricard. Merci Paolo Levi. Grazie mille à Bernadette Galli, Charles-Henri Filippi, Loïc Sandrier, Jean-Luc Benoît et Olivier Chevillet. Richard Verly. Et un grand merci à Philippe Fraisse, Daniel Marcheseau, Baptiste Chatin, David Azoulay et Christophe Dano. Merci à toutes et à tous, et je pense que chacun aura eu l'occasion de se rendre compte que l'accent à la radio, c'est comme le fumet, comme l'odeur à la cuisine, ça donne un attrait supplémentaire. Avant que nous nous lancions dans les considérations sur la manière d'exercer notre métier, vous êtes de générations différentes, vous êtes de pays différents, et je vous ai demandé, quand vous avez bien voulu accepter mon invitation, je vous ai demandé de réfléchir à la réponse que vous feriez à la question « Qu'est-ce qui a pour vous le plus changé depuis que vous êtes entré dans le métier ?» John Tagliabue. Je dirais que c'est la technologie. Quand j'ai commencé dans les années 70, j'avais écrit les articles sur une machine à écrire. On a envoyé les articles à New York par Telex. Aujourd'hui, c'est tout changé. Et puis le journal est apparu sur papier. Aujourd'hui, c'est l'Internet.
Et puis, ça a eu des conséquences. Ça veut dire que tout le monde peut avoir des informations en continu. Et ça a eu aussi des conséquences énormes pour les journalistes, la façon de travailler. Alors ça pour moi, c'est la technologie, le changement de technologie et les conséquences qui sont venues après. Richard Verly? En ce qui concerne en particulier le métier de correspondant que j'exerce, il y a une différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, au fond, nous n'avons plus, en tant que correspondant, la primeur de l'information. Lorsque nous étions auparavant, moi j'étais correspondant à Bangkok, à Tokyo, dans les années 90. À l'époque, mon journal se reposait en quelque sorte sur moi pour savoir ce qui se passait sur la région. La source alternative d'information pour la rédaction, c'était en général l'agence France Presse, éventuellement la BBC ou Radio France Internationale. Aujourd'hui, mon journal sait tout en temps réel, souvent avant moi, et pas parce que les agences d'information ont bien fait leur travail, mais parce que des tonnes de gens, partout, journalistes ou non, donnent l'information en temps réel. Donc le climat, la situation, l'ambiance dans laquelle vous évoluez a radicalement changé. Paolo Levi? Mais tout d'abord, j'ai assisté à la mise à la retraite du stylo. C'est-à-dire que au départ, j'utilisais beaucoup mon stylo pour écrire, pour aller prendre des notes, pour aller aux conférences de presse avec des blocs-notes en papier que j'adorais. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que depuis désormais 5, 6 ou voire 7 ans, je l'utilise de moins en moins. Aujourd'hui, je l'utilise même plus du tout, et j'écris tout avec le clavier de mon ordinateur, ce qui n'est pas secondaire, c'est-à-dire que c'est une approche au journalisme complètement différente, c'est-à-dire que quand on écrit avec un stylo, on doit avoir déjà au préalable la phrase dans la tête, on doit l'avoir déjà construite au sein de nous-mêmes pour ensuite la mettre noir sur blanc. Avec l'ordinateur, il y a une sorte de fainéantise à laquelle je résiste pas, c'est-à-dire j'écris avec mon clavier un peu à la va-vite, et ensuite je recorrige ad libitum, et c'est un mécanisme un peu pervers dans lequel je me retrouve pas beaucoup, c'est-à-dire que je sens que j'ai empiré, que ma qualité professionnelle, elle en a pris un sacré coup, et donc je lutte contre ça. Et après, je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'ai commencé à faire le correspondant, et au départ, j'étais, pour ma rédaction à Rome, un peu le phare auquel demander ce qui se passait à Bruxelles au départ, parce que j'étais à Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est eux qui me signalent à la limite ce qui se passe à Paris, ce qui est un inconvénient. L'avantage, en même temps, passez-moi cette expression très à la mode aujourd'hui, c'est le fait que nous aussi, on sait très bien, rien qu'avec un smartphone, exactement ce qui est en train de se passer, par exemple, en Italie, dans le débat public. Donc, si je croise, par exemple, je suis avec un ministre français, je peux le côtoyer, je regarde immédiatement ce qui est en train de se passer en Italie, le débat public, la petite phrase qui vient d'être dite, et je peux poser la question au ministre français exactement sur ce point précis, et donc sortir une information qui peut avoir un intérêt dans le débat public, parce que la chose plus difficile du journalisme, ce n'est pas côtoyer ou se retrouver face aux personnes qui peuvent avoir un intérêt public, mais c'est surtout savoir quelles questions leur poser. Et ça contribue à la tâche. François Dufour? Alors moi, mes lecteurs sont des enfants, donc je ne suis pas vraiment dans le monde de la technologie côté production. Vous êtes même le contraire de la technologie, parce que faut vous dire que les 2 journaux que vous publiez sont en papier. Mm-hmm. Les journaux sont en papier. C'est-à-dire à un moment où tout le monde vient de dire on est complètement mangé par l'électronique et par les ordinateurs. Donc vous êtes une espèce de progressiste réactionnaire. Exactement, donc je suis traité de dinosaure. Non, pas du tout, au contraire. Non, vous avez inventé un hybride. Voilà, j'ai inventé un hybride, et donc depuis 25 ans, donc nous on produit du papier, donc le petit quotidien, mon quotidien, et même l'actu pour les ados. Et mes lecteurs, en tout cas du petit quotidien et de mon quotidien, qui ont entre 6, 7 et 12, 13 ans, le lisent sur papier, et la plupart d'entre eux n'ont pas de smartphone. Et en tout cas, s'ils utilisent leur smartphone, c'est pour s'amuser, des jeux, des vidéos, des musiques, etc. Et donc de ce côté-là, le métier n'a pas changé. Et c'est drôle aussi, parce que pour les ados, donc le journal L'Actu, on va jusqu'à 17, 18 ans, 99% de mes lecteurs disent qu'ils préfèrent lire le journal sur papier. Énorme surprise.
Et alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'ado sur un smartphone ne lit pas. Il fait beaucoup de choses, mais il ne lit pas. Et donc, les ados trouvent le papier plus pratique. Et quand je leur dis, mais pour les recherches, les numéros d'archives, c'est quand même pas plus simple de taper dans la case recherche et d'appuyer sur le bouton clic. Et ils me disent, non, parce que moi, je sais où sont les articles que j'ai lus et je sais où les retrouver. Voilà. Alors par contre, du côté, pas non plus sur la production, mais sur le travail des journalistes, moi je dirais que c'est beaucoup plus facile depuis 25 ans d'aller chercher des infos qui vont intéresser mes lecteurs. Le travail, je dirais que le métier de recherche d'information et de vérification de l'information est beaucoup plus facile. Alors, je pense que là, vous mettez le doigt sur une des questions que je souhaitais vous proposer d'aborder, qui est que devant l'invasion des sources, l'immense différenciation des sources d'informations possibles, notamment à travers l'électronique, mais depuis les réseaux sociaux jusqu'à des petites entités qui diffusent des informations, la question de la vérification des fausses nouvelles, des fake news, comme on dit aujourd'hui, ou la question de la vérification de l'information, qui a toujours été un problème, est-ce que pour vous, c'est une question qui a amplifié, qui s'est aggravé, et quels sont les moyens que vous voyez utiliser pour lutter contre en tout cas pour développer la vérification de ces informations si nombreuses et de sources si différenciées. Lequel d'entre vous, Richard Verly ? Oui, pour moi, la grande difficulté, c'est la vitesse en termes de vérification de l'information. C'est-à-dire, au fond, le processus de vérification de l'information, pour nous journalistes, et je comprends qu'on est tous journalistes de presse écrite, c'est un peu toujours le même. On essaye d'avoir au moins 2 ou 3 sources pour savoir si ce qu'on a appris est vérifié ou non, est juste ou non. Donc, la technique de vérification n'a pas changé. Bon, éventuellement, on peut le faire par email, on peut envoyer un email au lieu d'avoir la personne au téléphone comme on le faisait auparavant, mais je dirais c'est marginal. La grande difficulté, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'au moment, alors que vous avez besoin d'un certain temps pour joindre les 2 ou 3 sources, entre-temps, l'information fausse, par exemple, elle a proliféré. Elle a déjà, en quelque sorte, inondé le marché. Et donc, au moment où vous arrivez avec votre confirmation, alors si c'est une confirmation, tant mieux. Dans ce cas, l'information était juste, il n'y a pas de mal. Si c'est une infirmation, c'est-à-dire que l'information était fausse, eh bien vous êtes un petit iceberg isolé, alors que déjà l'océan est rempli de fausses informations. Et ça, c'est très problématique. Richard, est-ce que tu me permets d'ajouter juste une petite chose qui est exactement ça ? Il y a aussi ce danger de la publication, ce qu'on appelle maintenant digital first, c'est qu'on se dit... plus comme avant, ce sera imprimé et l'erreur sera grosse comme le nez au milieu de la figure. Là, on se dit, on y va sur le digital et le plus vite possible. Et si on a fait une erreur, on la corrige en 2 secondes. C'est très juste, c'est absolument juste. Ça m'est arrivé, alors, à propos de ce terroriste de Strasbourg, on avait une incertitude sur, en l'occurrence, sa famille et l'origine de sa famille, et le desk, la personne au desk au journal m'a dit, bon, je crois qu'il est d'une famille marocaine. J'ai dit, écoute, si tu as vu ça, moi je l'ai pas vu, laisse passer, on pourra corriger, ce qu'on a fait effectivement 1 heure plus tard, mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, je pense aussi que le journalisme a toujours été une sorte de filtre pour filtrer les... Et ça s'est augmenté aussi à cause de la vitesse. Mais une difficulté, moi, que je vois, c'est la situation financière du journalisme aujourd'hui. Auparavant, on avait les moyens de faire certaines choses qui aujourd'hui ne sont pas plus possibles. Par exemple, de sortir du capital... Le nombre de journalisme, par exemple, quand j'étais à Paris, à notre bureau, à la fin des années 90, il y avait 5 correspondants à plein temps. Aujourd'hui, 1. La possibilité aussi, pour des raisons financières, de sortir, de voyager, beaucoup moins aujourd'hui qu'auparavant. Et ça augmente la difficulté qui arrive avec la vitesse que disait Richard. Oui. Paolo Levi. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, le seul recours pour vérifier l'information dans un monde où
tout le monde est de plus en plus claquemuré, calfeutré derrière ces écrans d'iPhone, de smartphone, et propage de l'information par le biais de ces instruments, c'est tout simplement de se mettre un manteau et aller voir sur place le plus possible. Parce que je l'ai vu ces dernières années, ont été vraiment une plaque tournante dans le métier du journalisme. Au départ, on allait sur place, on allait voir aux conférences de presse, et puis, très subtilement, progressivement, j'ai remarqué que de plus en plus, moi-même, je ne sortais plus. De toute façon, la conférence de presse, elle est en streaming. Pourquoi sortir? Il y a la grêle, il faut prendre le métro. Laisse tomber, il y a les virus, la grippe que j'ai d'ailleurs, peut-être, pardon d'ailleurs aux auditeurs, parce que ma voix est un peu mise en abîme. Voilà, mise à mal. Et voilà, donc, sortir le plus possible et aller vérifier avec ses propres yeux, l'information. Ça prend du temps, mais je pense que les lecteurs apprécieront plus un travail de ce genre-là que cette information qui fuse pas très vérifiée. C'est ce qu'a dit Laurent Guimier, le patron d'Europe 1, sur son texte suite aux Gilets jaunes. Il a dit il faut que la rédac d'Europe 1 travaille différemment, on va retourner sur le terrain, on est passé totalement à côté, on va arrêter d'être une radio de commentaires et on va revenir à la base du journalisme. Et aussi, pour revenir, parce que cette chose des conférences de presse en streaming est vraiment redoutable. C'est-à-dire que si tu n'y vas pas, déjà, tu peux pas poser la question. Donc, le premier rôle du journaliste, qui est celui de poser au moins une question. Voilà. Non, mais c'est le streaming, tu peux regarder. Ok, alors c'est ton verbe. Moi, je suis seulement un récepteur qui absorbe et n'intervient pas, ou en tout cas ne cherche pas de comprendre un peu plus. Et après, les détails qu'il y a autour d'une conférence de presse. Même, je sais pas, un stylo posé d'un côté. Il y a 1000 choses qu'on peut raconter en marge de la conférence de presse, un sourire, une expression, et ça, tu le vois pas dans la conférence de presse en streaming, parce qu'en plus, généralement, il y a juste une caméra braquée sur les personnes qui interviennent, et c'est un plan fixe. Et donc, maintenant, mais je commence tout juste depuis 2-3 ans, vraiment à faire l'effort d'y aller, de sortir. Alors, vous êtes tous des journalistes de presse écrite. L'une des questions, vous avez su parler des conséquences à la fois de l'appauvrissement des journaux et en même temps des conséquences de l'informatique, mais on n'est pas parlé encore des conséquences de l'image. Et il me revenait un exemple assez ancien qui est celui de Timișoara, pour ceux de nos auditeurs qui auraient oublié, donc dans la Roumanie de Ceausescu, un massacre, 1400 cadavres, une image qui a fait le tour du monde, une femme assassinée alors qu'elle venait d'accoucher avec son bébé sur le ventre, et il y a sur place un correspondant de Libération, pas un correspondant, un envoyé spécial de Libération, qui est à moitié roumain, donc il comprend le roumain sans le parler, et son rédacteur en chef de permanence l'appelle et lui dit « Bon alors, tu nous envoies ton papier ?» Et lui dit « Mais j'y suis, à Timișoara, il n'y a rien. » « Mais comment, il n'y a pas rien? On l'a vu à la télévision. » Or, il n'y avait rien, comme vous savez. La dame morte était morte d'une cirrhose du foie. Le bébé qui était posé sur elle n'était pas du tout son bébé. Et pour le reste, il y avait 4 cadavres, tout compris. Mais on l'a vu à la télé, est resté dans ma tête comme l'une des images de la difficulté que nous avons avec notre plume, ou maintenant avec notre clavier d'ordinateur, à aller dans un autre sens qui soit contraire ou simplement différent de celui des images. Est-ce que ce sont des expériences que vous avez eues? Est-ce que ces images vous avez déjà vu des images tuer l'information écrite ou l'empêcher? Il y a un cas. Il se trouve que je suis un spécialiste de l'assassinat de Kennedy, donc c'est pas une info récente, mais le fameux film Zapruder où on voit la tête de Kennedy partir, comme on dit dans le film d'Oliver Stone, back and to the left, back and to the left, back and to the left. Depuis, les 9/10 de l'humanité croient qu'il y a un deuxième tireur, que Lee Harvey Oswald, qui a tiré de devant. Or, moi, je peux vous dire que on a toutes les preuves, c'est Oswald, il n'y a pas de complot, et il n'y a surtout aucune preuve d'un second tireur.
Mais là encore, ça se complique du fait que tout le monde veut qu'il y ait un complot, parce que c'est beaucoup plus drôle, si j'ose dire, s'il y a un complot. Mais ça se complique. Richard ? Oui, on a toujours quand même, en tant que journaliste de presse écrite, une vue, je dirais, un peu caricaturale de l'image. La réalité, admettons-le, c'est que souvent, quand même, les caméramans sont sur le terrain et ils voient des choses que nous, journalistes de la presse écrite, on ne voit pas toujours. Moi, j'ai constaté, par exemple, dans des situations de conflit ou de catastrophes humanitaires ou de crise sociale, beaucoup de caméramans sont plus près de la scène que nous le sommes nous-mêmes, parce qu'ils ont besoin des images. Donc d'abord, première chose, il y a énormément d'images qui sont vraies. Toutes les images ne sont pas fausses. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'abord côté technologique, une multiplication d'images, parce que rien n'est plus facile que de faire aujourd'hui et de fabriquer des fausses images. Donc, Timișoara aujourd'hui serait même puissance 10, puissance 20. La fake news vidéo est un sport international. Et la deuxième chose, et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a une résistance, me semble-t-il, de plus en plus grande du public aux informations vérifiées. C'est-à-dire que l'information vérifiée, il faut se battre pour la défendre. La tendance naturelle aujourd'hui, c'est de croire qu'elle est fausse. Et on le voit bien à travers des exemples très récents. Donc ce que vous appeliez la théorie du complot, pour moi ce n'est plus la théorie du complot, c'est l'idée généralisée que ce que les journalistes disent, que ce que les filtres disent, précisément a été filtré, donc est faux. Ouais, je pense qu'une presse écrite n'existe plus. Quand je pense à mon journal, le New York Times, la plupart des lecteurs lisent le New York Times sur le smartphone ou sur l'ordinateur. Et ça veut dire et ça, c'est une édition avec des articles, mais aussi avec des vidéos, avec un rapportage oral, avec des photos, c'est-à-dire mais je pense que les différents, tout le monde contribue à cette image totale, et c'est totalement différent à cause du changement de la technologie. Autre chose que je pense que il faut aujourd'hui. J'avais pendant plusieurs années un éditeur qui disait toujours hors du capital, c'est-à-dire, et ça aujourd'hui c'est plus important que jamais. De laisser la conférence presse, parce que mon éditeur à New York, ou mon éditeur à Rome, participe déjà à la conférence presse. Deux exemples. Brexit en Angleterre et Trump aux États-Unis. Les médias classiques n'ont pas prévu ni Brexit ni Trump. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à Londres et ils sont restés à New York. Mais ça a aussi des raisons financières que j'ai dit avant. J'ai parlé récemment avec un collègue qui a été à Moscou dans les années 80. Il m'a dit que à cette époque, parfois, il a pris un permis du ministère de l'Information. Il a fait une semaine en Sibérie. Il n'avait aucune idée de quoi il devait écrire, mais il est retourné toujours avec 5, 6, 7 différents articles. Aujourd'hui, le correspondant du New York Times à Moscou, s'il veut faire une chose comme ça, il doit préparer un rapport avant que New York doit dire oui ou non. Et il a dit que 80% des cas, New York dit non parce que ça coûte trop cher. Et ça, c'est un danger. Pour moi, ce sont les difficultés du journalisme d'aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une des explications de la difficulté dans les ventes des journaux? Parce que, à force de ne pas faire de reportage, et tout à l'heure, François Dufour parlait du terrain et du fait que récemment, les gilets jaunes en France ont secoué un certain nombre de milieux, dont le nôtre, en se disant peut-être il faudrait aller voir comment marche la société et la rendre intelligible, compréhensible et donc éventuellement transformable. Mais c'est un calcul économique qui me semble extrêmement à court terme. On a tous, presque tous, enfin je crois, oui, en tout cas autour de cette table, eu cette possibilité de faire ce que John Taliaboué vient de dire à propos de ce journaliste correspondant en Russie qui
pendant 3 semaines. Je suis parti à la recherche, quand j'étais à l'Express, je suis parti à la recherche de Ted Turner, qui venait de créer CNN, et on avait l'idée que ça allait être important, et de fait, ça l'a été, et ça a fait des petits à peu près partout dans le monde, mais Ted Turner ne voulait parler à aucun journaliste. Mais il était marié à Jane Fonda. Jane Fonda avait été mariée à Vadim. Vadim était de nouveau marié avec une amie à moi. Bref, par Jane Fonda, le message arrive à Ted Turner. Dur métier, Philippe. Hein. C'est un métier difficile, mais enfin, quand il faut, et bon. Et donc, Ted Turner, par ce biais-là, ne dit pas oui, mais ne dit pas non. Venez, puis on verra. Donc, il est à Atlanta, donc je vais à Atlanta. Et puis, à Atlanta, on me dit, oui, enfin non, pas maintenant, on vous appellera, où est-ce que vous êtes? Donc, on m'appelle, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. À tout hasard, je vais faire quand même un petit tour en Louisiane, parce que les Français avaient lancé un truc dont je me demandais à quoi ça correspondait. C'était un poste de chargé de l'audiovisuel au consulat général en Louisiane. Donc, bon, je vais voir ça, et puis je reviens. Ah ben non, monsieur Turner est plus là. Et il était, alors je sais plus le tour que j'ai fait. J'ai fait 7 villes comme ça, en allant à San Francisco, évidemment, en allant à Vancouver. Et ça s'est terminé à Montréal, où il pouvait toujours pas me recevoir, mais c'était au bout de 3 semaines. Donc le journal me dit, oh ben non, rentre. Mais alors j'ai ramené des choses, mais qui n'étaient pas du tout ce qui était prévu. Et à la fin, si il faut faire des calculs économiques en termes de nombre de colonnes qui ont été remplies dans le journal, il y a eu très largement un nombre de colonnes. Maintenant, c'était pas Ted Turner, mais le calcul paraît tout à fait absurde. Enfin, moins on est capable d'aider les gens à connaître leur monde et à le rendre intelligible, moins on a de chances de vendre nos journaux ou nos radios. D'ailleurs, il me semble que c'est la même chose. Cette question du terrain, alors en France, je ne sais pas comment vous le voyez de l'étranger, mais le reportage en France a toujours été le parent pauvre de la presse. Nous, l'histoire de notre presse, c'est l'histoire d'une presse de cours dans une société de cours. La Gazette de Théophraste Renaudot s'est fabriquée dans l'antichambre de Richelieu. Et tout le roman français, jusqu'au roman contemporain, tout le roman français, quand il a des personnages de journalistes, ce sont des canailles. Ce sont des canailles. Et des canailles à qui la canaillerie profite. Alors, je ne doute pas qu'il y ait aussi des canailles dans vos pays et même dans le journalisme. Mais la différence est quand même que quand il y a des canailles dans le journalisme et qu'ils sont pris la main dans le pot de confiture, en dehors de la France, en général, ils ont à payer pour ce qu'ils ont fait. Je pense à cette journaliste du Washington Post qui avait entièrement bidonné cette histoire d'un jeune vendeur de crack noir de 8 ans et qui, c'est d'ailleurs le New York Times qui a levé le scandale comme ça, oui. Qui a levé le lièvre. Elle a dû quitter le métier, elle a dû rendre le prix, etc. En France, quand un journaliste est condamné à de la prison parce qu'il a monnayé, prison avec sursis, parce qu'il a vendu le fauteuil de la personne qu'il interviewait au journal télévisé, il est chevalier de la Légion d'honneur et commandeur des arts et lettres, et il interroge le président de la République avec un air sévère sur est-ce que, je me souviens, est-ce que vous avez payé les billets d'avion pour aller à l'île Maurice? C'est ce garçon qui avait touché. C'est quand même... Enfin, comment est-ce que, sans chercher à être poli ou gentil ou charitable, comment est-ce que vous voyez le journalisme français des traditions de vos pays respectifs? Qui se lance le premier pour nous jeter la pierre? Paolo. Disons que l'Italie et la France étant 2 pays cousins, sinon frères, le journalisme italien ressemble beaucoup au journalisme français dans cette latinité, c'est-à-dire ce qui vient que vous avez si bien décrit jusque-là, et on regarde au journalisme anglo-saxon avec beaucoup de jalousie et d'admiration en même temps, et parce que je pense que le journalisme anglo-saxon et le New York Times en est peut-être un des exemples les plus réussis, a compris une chose fondamentale, c'est-à-dire que exactement ce journalisme de cours où on doit reprendre la dernière actualité de l'Élysée ou de Palazzo Chigi en Italie n'a pas beaucoup d'intérêt au fond. Et moi, je m'émeus
chaque fois que je tombe sur la une du New York Times, et parfois, tu as des unes qui sont consacrées, alors que tout le monde parle de la dernière phrase de Macron en France, ou la grosse polémique au ministère de l'économie en Italie. New York Times, tu as une page, la une consacrée à une dame, peut-être au fin fond du Venezuela, qui mène une lutte très très locale, très très spécifique, mais qui en même temps humanise et éclaire le monde sur un problème. Parce que aujourd'hui, je pense que la seule forme de salut possible pour le journalisme à l'avenir, c'est exactement d'aller chercher, en tout cas parce que c'est pas facile, d'expliquer le global, les grands problèmes du monde à travers des expériences très locales. Et justement, le reportage, en ce sens, est peut-être l'instrument le meilleur. Cette photo de Aylan, bon, maintenant, l'impression, hélas, c'est qu'en Europe, on s'est un peu détourné de ce problème des migrants. On est en train de se cacher les yeux, mais c'était pas si longtemps que ça. Le monde, pour la première fois, peut-être, a eu froid au dos sur la question des migrants. La photo de l'enfant mort. En voyant cette photo de cet enfant échoué sur une plage de la Turquie, mort, qui cherchait justement de rejoindre l'Europe avec sa famille. Et cette histoire, qui est une histoire parmi 1 million d'histoires semblables, rien que le fait qu'elle était circonscrite, il y avait une photo, c'était un enfant, etc., elle a servi, en tout cas, pour lancer un cri d'alarme très très fort. Alors que quand on regarde les chiffres, on a beau passer même des informations, des statistiques très précises, il y a 3000 morts dans le canal de Sicile, etc., ça ne percute pas, en tout cas. Donc, je pense que voilà, la seule forme aujourd'hui, le seul intérêt du journalisme, c'est celui d'aller faire des reportages pour raconter des histoires très spécifiques, comme fait le New York Times, et ces histoires doivent parler au monde. Richard Verly. Alors moi, j'en suis pas si sûr. Et de ce point de vue-là, je vais diverger un petit peu. Je pense que la dimension du reportage est absolument essentielle. Mais il faut bien reconnaître que le public en général est beaucoup plus informé aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde qu'il ne l'était il y a 20 ans. Et donc, la capacité que nous avons à étonner et à intéresser le public a diminué. Donc effectivement, si on se rend au Venezuela et qu'on est capable de raconter l'histoire d'une famille en difficulté dans le détail, là, on apporte une vraie plus-value. Mais en revanche, il y avait un classique, il y a toujours un classique qu'on a tous connu, c'est le reportage électoral. On se rend dans un pays à l'occasion d'une élection. Très franchement, je me demande si ça sert encore à quelque chose. Parce que aller assister, je ne parle pas du pays où est le journal lui-même, mais si le journal envoie un envoyé spécial qui se trouve dans un meeting, qui suit des meetings, on a souvent l'impression que ce qu'il raconte, on l'a lu ailleurs. Donc là, je voudrais quand même mettre un petit bémol. Le reportage tel qu'on le concevait, il faut le réinventer. Et ensuite, alors je ne vais pas me faire en tant que Suisse, l'avocat de la presse française, mais pour le coup, je pense que la dimension analyse, opinion, place au débat pédagogique de la presse est plus importante que jamais. Alors, il ne s'agit pas de faire du journalisme de cours, mais le journalisme qui éclaire parce qu'il explique un sujet ou parce qu'il prend position sur une situation, je pense qu'il est plus que jamais important parce qu'on est là dans le filtre, on est dans le filtre au fond intellectuel et que c'est aussi le rôle qu'on peut avoir en tant que presse écrite notamment. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec Richard. Moi, je pense que peut-être la plus grosse maladie ou la deuxième plus grosse maladie du journalisme, c'est l'énorme confusion entre le journalisme pur et dur qui est le journalisme des faits, comme disait John tout à l'heure, collecter et transmettre les faits, et puis ce journalisme de commentaires et d'opinion qui au fond n'est pas du journalisme, c'est pas notre métier de base. Et Paolo, toi tu disais j'aime la presse anglo-saxonne. Dans la presse anglo-saxonne, il y a quand même un respect, une frontière très nette entre les journalistes qui font notre métier, le journalisme, et les journalistes qui font pas notre métier, qui font de l'opinionnisme, du commentaire. Et ce ne sont même pas les mêmes au New York Times. C'est même pas la même équipe. C'est
même pas le même rédacteur en chef. Mais c'est peut-être ce qu'il faut faire, et je crois que la rubrique opinion débat du New York Times est l'une des plus lues. C'est intéressant parce qu'en anglais, on utilise même la phrase française « journal d'opinion » pour signifier un journal qui ne cherche pas absolument l'objectivité, mais qui représente une opinion. Et aux États-Unis, je dirais que notre journalisme a été toujours aussi un journalisme d'opinion. Les exceptions sont venues dans le 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec des personnes comme le fondateur, par exemple, de New York Times, Henry Raymond, qui ont dit il faut avoir peut-être pas 7 jours par semaine, mais peut-être 6 jours par semaine, une objectivité dans le journal. Mais quand même, la plupart des journaux aux États-Unis sont encore des journaux d'opinion. C'est-à-dire, ils représentent la position des démocrates ou la position et même le New York Times a aujourd'hui, plus que jamais, la difficulté à suivre cette course avec un personnage comme notre président, c'est toujours plus difficile. Mais quand même, je pense que François, je suis d'accord avec ce que François a dit, que notre objectif a toujours été objectivité et pas ouais. Au moment de la guerre d'Irak, là, le New York Times s'est trouvé pris en soutenant la position du gouvernement de George W. Bush sur l'existence d'armes de destruction massive. Philippe, on parle aujourd'hui des fake news. Oui. La guerre de Vietnam, à base de l'événement dans le golfe de Tonkin, la guerre en Irak à cause des fausses informations sur les armes nucléaires, etc. Les fake news n'est pas une invention d'aujourd'hui. Non, c'est même pendant la guerre de Troie, le cheval était une fake news d'une certaine manière. Non, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de journaux qui soient, ni de journalistes. Il n'y a pas de journaliste qui soit à l'abri de la tentation de se laisser aller pour son propre intérêt. Il n'y a pas de journaux qui soient à l'abri de la tentation de publier une information qui n'est pas exacte, sans savoir qu'elle n'est pas exacte, mais sans l'avoir suffisamment vérifiée. Simplement, ceci n'empêche pas cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans un journal, il y a, comme le disait François Dufour, une direction différente pour la partie commentaire et analyse et pour la partie information, du coup, le lecteur peut trouver dans le journal tous ces éléments de connaissance et de compréhension de la réalité qui est la sienne. De la même manière, je crois qu'à travers ce développement du reportage, contrairement en effet à ces petits reportages qu'on fait quelquefois au moment de période électorale, par exemple, où on essaye de trouver un village typique dans lequel, etc., etc. Mais ce que le reportage peut aussi dire au lecteur, c'est que ce qu'ils connaissent, la situation qu'ils connaissent quelque part, ils ne sont pas la seule à la connaître. Et que donc, il y a une possibilité d'en faire le sujet de la réflexion et de l'action politique. C'est ce que... Alors, effectivement, j'ai, comme François Dufour, entendu notre confrère, le rédacteur en chef d'Europe numéro 1, faire une sorte de mea culpa sur tout ce qui tourne autour du commentaire et pour tout dire, plutôt du bavardage que du commentaire. Enfin, il y a quand même, je crois, je ne sais plus qui est le journaliste qui a trouvé cet excellent nom de baptême pour ce qu'on appelle les éléments de langage, Jean-Claude Guilbeault. C'est Jean-Claude Guilbeault qui appelle ça des bruits de bouche, ce qui me semble beaucoup plus juste que élément de langage qui est un peu pompeux par rapport à ce que ça représente. Mais c'est pas cher, Philippe, c'est pas cher. Des chaînes d'information, on a besoin de remplir. C'est pas cher de mettre Christophe Barbier en face de Barbier-Christophe. Oui, de Barbier-Christophe. Ouais, c'est ça. Mais bon, alors revenons à ces comparaisons. Donc, François Dufour, vous venez de publier, donc dans cette collection Que sais-je au PUF, vous venez de publier ces 100 mots du journalisme qui ne sont pas sans un regard critique sur la profession.
qu'est-ce que vous mettriez en avant comme premier élément nécessitant une réforme dans le métier et dans sa pratique? Est-ce que c'est dans la formation des journalistes? Est-ce que c'est dans la direction des journaux? Est-ce que c'est dans la vision économique de la presse par ses propres propriétaires? Je pense que le poisson pourrit par la tête et qu'il faut que les rédacteurs en chef fassent respecter des règles. Et les règles sont dures à faire respecter, a fortiori parce que les journalistes sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, la liberté de conscience, la liberté de la plume, la liberté de signer ou pas signer. Et qu'on est en France où on aime beaucoup la liberté, encore qu'en ce moment on aime beaucoup l'égalité, mais on aime beaucoup la liberté. Non, bah, les maladies du moment, c'est l'opinionnite à gogo, c'est de ne pas vérifier l'info, confondre exactitude et rapidité. Alors là, on peut quand même, je crois, suivre ce que font les agences de presse qui quand même respectent ce principe d'exactitude avant rapidité, donc l'AFP, AP, Reuters, qui nous aident dans notre travail. Et puis, il y a une autre conséquence dont on n'a absolument pas parlé pour l'instant, qui est que la technologie, maintenant, permet à n'importe qui de prendre des photos de n'importe qui à n'importe quel endroit. Et donc, le respect de la vie privée, même chez nos camarades anglo-saxons, et encore pire en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, caramélise la vie privée de chacun. Et ça, moi, je trouve ça super grave. Ça devient du totalitarisme. Or, quand on est journaliste, on peut pas écrire tout et n'importe quoi. Il faut respecter racisme, antisémitisme, négationnisme, diffamation, etc. Mais en tout cas, il y a deux principes qui ont mal à leurs principes. C'est le non-respect de la vie privée et le non-respect de la présomption d'innocence. Alors ça, c'est un vaste... là, j'ouvre un territoire. Paolo Levi? Non, je réfléchissais en vous écoutant et voilà, à un certain moment, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit parce que je me suis dit, oui, mais moi-même qui travaille dans une agence de presse, qui cherche de faire ce travail rigoureux de l'AFP que vous avez cité, de Reuters, etc. En fait, moi-même, je sais que l'objectivité, comme vous dites, l'information 100% est un leurre. Je vois ce verre d'eau que vous nous avez si gentiment mis sur la table pour l'émission, et je vois, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais il y a mi-plein. Alors moi, je pourrais donner cette information en vous disant « Monsieur Maillère nous a offert un verre d'eau mi-plein ». Et tout de suite, il y a une acception positive. Je transmets quelque chose de positif parce que dans cette plénitude, ou en tout cas demi-plénitude de l'eau, voilà, j'envoie un message positif. Mais je pourrais exactement faire le même titre en disant le verre d'eau que m'a offert monsieur Philippe Meyer était mi-vide. Et ce qui aurait une perception complètement différente. Et je passe exactement la même information. Il n'y a aucune fake news dans tout ça. Je vous assure que ce verre est mi-plein ou mi-vide, c'est pareil. Voilà. Donc, tout ça pour dire que peut-être face, à cette utopie de l'objectivité du journalisme, ça doit être bien sûr comme toute utopie, quelque chose sur laquelle il faut s'élancer et chercher de s'y approcher le plus possible, mais 100%, c'est impossible. Alors, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est pluralisme. Voilà, peut-être c'est ça la réponse pour l'avenir, c'est avoir le plus possible de pluralisme dans l'information. C'est ça qui est fondamental, avoir beaucoup de journaux, beaucoup de radios, beaucoup de moyens, en tout cas, pour exercer ce métier, pour avoir différents sons de cloche. Et voilà, moi, j'ai toujours eu une passion pour le journalisme, donc je me suis toujours acheté, ou en tout cas fait en sorte de lire différents journaux. Mais aujourd'hui, les plateformes sont très, très répandues. Voilà, donc je pense que l'avenir du journalisme est aussi dans le pluralisme.
Richard Verly ? Oui, juste, je rebondis pour clarifier ce que je disais tout à l'heure à propos des opinions et des analyses. En fait, je parlais des journaux plus que du journalisme. C'est-à-dire, je pense que aujourd'hui, les rubriques opinion, débat, c'est-à-dire qui donnent la parole, qui incarnent le débat public à travers des opinions ou des analyses exprimées par des universitaires, par des écrivains ou par des citoyens, je dirais lambda, cette rubrique-là est une rubrique très importante. Et je pense que les journaux ont intérêt à la soigner. Ce que je voulais dire, c'est la pondération entre la place du reportage dans les journaux et la place de ces analyses, opinions, débats qui contribuent à éclairer l'action. Et puis pour les mots du journalisme, celui qui aujourd'hui, moi, retient mon attention, c'est l'immédiateté et les dangers de l'immédiateté, mais aussi, autre chose, c'est la colère des gens d'une manière générale. Je trouve qu'on est dans un climat hystérique à pas mal d'égards. Et quand vous parliez des Gilets jaunes tout à l'heure, il est vrai, j'ai lu aussi ce texte du patron d'Europe 1 qui dit « on retourne sur le terrain ». La difficulté quand vous allez sur le terrain, ce qui a été mon cas en France, c'est que il y a les Gilets jaunes qui vous parlent, éventuellement de manière, ça dépend, certains très sympathiques, d'autres plus agressifs, mais tous ceux qui ne sont pas Gilets jaunes ne parlent pas. Donc les Gilets jaunes occupent complètement l'espace médiatique. Et là, moi, j'ai une question. La France ne peut pas se résumer aux Gilets jaunes. Elle ne se résume pas aux Gilets jaunes. Où sont les autres ? Les autres, en ce moment, se terrent. Et j'aimerais savoir pourquoi. Ils se tairent ou on ne les interroge pas. Neutralité, ça c'est pas l'objectivité, c'est la neutralité. La neutralité impose. Absolument. Alors je dis pas. Parce que dire je vais en France, et les Juifs 5 minutes chacun, mais. Je dire je vais en France raconter les Gilets jaunes, c'est je vais raconter une certaine France. Et là, pour moi, il y a un problème. Je voudrais... Paolo Levi a parlé de l'objectivité. Moi, je suis rentré dans la presse assez tard et je ne savais pas très bien ni ce que c'était, ni... voilà, c'est une occasion. On m'a proposé quelque chose. C'était Jean-François Revel qui dirigeait l'Express et qui m'avait d'abord pris pour faire des critiques de livres de sciences humaines. Et puis après, il m'a proposé de m'embaucher. Et comme je connaissais Hubert Beuve-Méry, qui ne dirigeait plus Le Monde déjà depuis un bon moment, mais qui avait encore son bureau tout en haut, au dernier étage. Et son stylo rouge. Et son stylo rouge, absolument. Je lui ai demandé rendez-vous. Il m'a très gentiment invité à déjeuner dans ce restaurant qui s'appelle Le Petit Riche. Ça me fait toujours rire parce que j'ai toujours trouvé que Le Monde et Le Petit Riche, il y avait quelque chose qui allait vraiment bien ensemble. Et puis donc, je lui ai dit, ben voilà, on me propose de devenir journaliste. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Puis à un moment donné, je lui ai dit, mais Hubert, l'objectivité, l'impartialité, je comprends pas ce que ça veut dire concrètement. Comment vous pourriez m'expliquer ce que c'est? Et alors il avait cette voix un peu comme ça. Il me dit ah oui c'est très important Philippe, l'objectivité, l'impartialité. Mais enfin, si vous rentrez dans le métier, n'est-ce pas, commencez donc par vous essayez à une subjectivité désintéressée. Non, mais désintéressé, c'est le mot. 40 ans après, j'essaye encore. Non, c'est le mot. C'est le mot. Le journaliste. Moi, je voulais répondre à Paolo là-dessus. Je pense que tout journaliste sait en conscience quand il écrit avec une honnêteté intellectuelle totale, avec un verre totalement plein ou un verre totalement vide, ou quand il est un peu intéressé ou engagé. Je pense qu'au fond de nous, on le sait. Et John, pour savoir que faire aujourd'hui, la formation des journalistes, oui, c'est important, mais je pense aussi que la sélection des journalistes est importante parce qu'il y a une réalité de notre société un peu partout, aux États-Unis, en Europe, c'est la division de la société. Et ça, en France, par exemple, les Gilets jaunes et pour le reste, c'est cette division. Et moi, je vois une difficulté dans le journalisme aujourd'hui, c'est une difficulté presque sociologique, c'est-à-dire auparavant, les journalistes étaient, pour la plus grande part, des gens du peuple, des gens... Aujourd'hui, c'est presque une élite. Avant tout, dans les grands journaux comme le New York Times, par exemple, ou le Washington Post, et peut-être c'est la même chose en France, je ne sais pas, le Monde ou en Italie, mais avoir des personnes qui ne sont pas seulement bien formés, mais aussi qui connaissent un peu la réalité des différentes
groupe dans la société. Ça c'est pour moi un défi énorme pour le journalisme d'aujourd'hui. Richard Verly. Sur la formation des journalistes en France, alors je regarde ça avec un peu le recul d'un journal d'un pays voisin, limitrophe de la France. Moi, je suis extrêmement sévère sur la formation en France. Nous, en Suisse romande, par exemple, on a un système qu'on pourrait qualifier d'apprentissage. C'est-à-dire que les jeunes sont embauchés par le journal parce qu'ils sortent de l'université, parce qu'ils savent écrire quand c'est la presse écrite, etc. Et c'est pendant, donc ils sont stagiaires, le mot stagiaire, mais ils sont salariés, ce n'est pas comme stagiaire en France où en général on n'est pas payé, donc ils sont stagiaires et salariés, et à partir de ce moment-là, ils sont envoyés au centre de formation des journalistes qui les forment alors qu'ils sont dans un journal. Très franchement, je trouve que c'est une excellente formule. Et cette idée de former, d'incuber en quelque sorte des journalistes, puis de les envoyer dans les rédactions, moi j'ai un vrai problème avec ça, je pense que ça ne marche plus. Notre système a l'avantage qu'on recrute des jeunes d'horizons beaucoup plus divers, qui sortent de l'université et qui se forment ensuite au métier de journaliste qu'ils ont choisi. Paolo Levi. Oui, vous me faites penser à cette expérience du Bondi Blog qui justement avait été lancée par un confrère suisse, votre confrère suisse pendant les émeutes dans les banlieues de 2005. Et effectivement, lui, c'était un des seuls journalistes qui avait décidé d'aller sur le terrain, mais sur le terrain dans le sens qu'il dormait en Seine-Saint-Denis, il a pris un petit appartement et il a suivi les émeutes du début à la fin. Et non content, il a même fondé un blog qui aujourd'hui existe encore 10 ans après, où justement des jeunes journalistes issus, comme vous avez dit aussi, du terrain et qui peuvent raconter cette société vue aussi de l'intérieur, mais avec aussi une part de recul, voilà, aujourd'hui encore existe et Bondi Blog a un grand succès. Effectivement, ces allers-retours des journalistes parisiens qui prenaient la ligne 13 terrorisés, ou sinon s'ils n'y partaient pas en voiture pour aller faire le petit reportage des émeutes et ensuite rentrer, à l'intérieur du périphérique, bien tranquille sous leur couette, c'est effectivement un journalisme différent et dans lequel, qui n'apporte peut-être pas tous les éléments que votre confrère avait su si bien apporter à l'époque. François Dufour. Sur quelle question, sur la formation des journalistes. Oui, nous on pratique beaucoup l'apprentissage au petit quotidien, à mon quotidien. Moi, je suis même pas sûr qu'il faille aller à l'université. Moi, j'ai l'exemple chez moi de bons journalistes qu'on a pris même au niveau bac et à qui on a tout appris gentiment. Je suis pas sûr qu'il faille taper trop haut. Et oui, moi j'ai eu quelqu'un du Bondi Blog aussi à la rédac. Oui, diversité. Là, je pense qu'il y a encore des efforts à faire et chez nous en premier. Il me semble que quand même les efforts se font exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont embauchés parce qu'ils sortent d'écoles de journalisme, dans lesquelles ils ont quand même été beaucoup formatés, et pour faire des choses, quand même l'autre jour je regardais, il se trouve que je connaissais le garçon qui faisait le micro-trottoir, je regardais une des chaînes d'information en continu avec un garçon dont je sais exactement, son père est un ami, je sais quel est le parcours, il a fait Sciences Po, 5 ans, il a fait une école de journalisme, 2 ans, ça fait 7 ans d'études, c'est à peu près ce qu'il fallait pour être médecin quand j'ai commencé mes études, pas de médecine, mais mes études moi-même. Et ce garçon, quand j'étais, comme je suis ancien malade des hôpitaux de Paris, et ce garçon était donc dans la rue à tendre un micro à quelqu'un pour lui demander si la grève le gênait. Ou pourquoi pas si la pluie était humide, ou etc. Ce journalisme-là, que Philippe Vianney, qui avait créé le centre de formation des journalistes sur le mode que Richard Verly a décrit, c'est-à-dire comme une formation en cours d'emploi, ce journalisme-là, Philippe Vianney l'appelait un journalisme de douanier. Qu'avez-vous à déclarer en tendant un micro à quelqu'un? Et puis, l'Express dont je parlais tout à l'heure, quand j'ai été rédacteur en chef de la culture, mon adjoint était un ancien clown. Il y avait dans la rédaction culturelle des gens qui avaient fait des études, même quelquefois des études avancées, l'école normale supérieure et une agrégation, et d'autres qui n'avaient fait rien, qui avaient échoué
un nombre de fois raisonnable au bac et qui ensuite avait réussi en rencontrant quelqu'un et qui faisait partie de cette école qui s'était elle-même, qui n'était pas une école, qui était une sorte d'école de la rue, qui s'était baptisée les flâneurs salariés. Je crois que c'est Joseph Kessel qui les avait baptisés comme ça. Mais c'était en effet, ça traduit une absence de prétention à jouer un rôle dans le monde. On le raconte, mais on ne joue pas de rôle. Et ça, il me semble que c'est aussi une des crises de la presse, c'est le côté... vous savez, il y a la fable de La Fontaine, la chauve-souris et les deux belettes. Alors, il y a une des belettes mange les oiseaux, et puis l'autre mange les rats, et la chauve-souris dit « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ». Et le journaliste fait tantôt l'acteur, tantôt le témoin, et on ne sait pas, plus le fait, me semble-t-il, que le public pense que nous sommes une profession sans règles. Alors ça, oui. Alors non, enfin en tout cas, en France, au New York Times, je suppose en Suisse, je sais pas en Italie, mais il faut dire à nos auditeurs qu'il y a une charte déontologique, qu'il y a des règles éthiques et qu'on est censé les faire respecter. Et en tout cas, moi chez moi, j'essaye d'être le plus exigeant possible là-dessus. Il y a des règles. On n'est pas chirurgien, c'est pas une question de vie ou de mort pour le malade, mais c'est une question d'être bien informé ou pas pour notre public. Et alors, je peux pas ne pas citer ça parce que je vois que le temps court, mais moi je suis en pétard contre l'utilisation du conditionnel, qui est une manière d'être simplement paresseux, parce que où on a vérifié l'info et c'est une info, où on reprend l'info d'un autre média fiable et on dit selon le journal Le Temps, Philippe Meyer s'est cassé la jambe, mais on dit pas Philippe Meyer se serait cassé la jambe. Enfin, il aurait une jambe et il se la serait cassée. Exactement, ça me rend hystérique. Mais écoutez, si vous voulez bien, mes chers confrères, c'est sur cet appel à renoncer au conditionnel que nous allons clore cette émission. Je signale à nos auditeurs que la prochaine émission est en public à l'école alsacienne et qu'on peut s'y inscrire. Il faut même s'y inscrire pour des raisons de sécurité classiques dans un établissement scolaire sur le site le nouvel esprit public sans séparation.fr, site sur lequel vous trouvez également toutes les informations nécessaires, notamment à notre soutien, ou les brèves, ou les textes qui ont servi à introduire nos précédents sujets. C'était donc le Nouvel Esprit Public, qui a été préparé avec Benoît Heurtel, qui a été enregistré par Thibaut Delage à l'atelier L'Arrière-Boutique, et qui est produit par Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette émission en public, suivie de la période des échanges avec le public que nous enregistrons et que nous diffusons sous le nom du Bada, que vous pouvez également retrouver sur notre site. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.